Bonjour et bienvenue dans Viens, on parle de tout. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'un peu spécial. Pas une célébrité, mais pas une inconnue non plus. Aujourd'hui, je reçois ma maman, celle qui m'a vu naître, qui m'a vu râler, qui m'a vu pleurer, qui m'a vu tomber, qui m'a vu me relever, mais qui m'a vu retomber et qui m'a vu me re-relever. Oui, je suis beaucoup tombé, mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler d'elle, de la formidable maman qu'elle a été, mais surtout de la femme qu'elle est. Bonjour Laurence, slash maman. On va commencer le podcast, comme d'habitude avec tout le monde, je fais la même chose. Je vais partir de ton enfance et te demander, t'étais quel genre d'enfant? Voilà, pas très épanouie, un peu très timide, hem et je réfléchissais un peu à l'ensemble de mon parcours. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que leur enfance, c'est la meilleure période de leur vie et moi, je dirais que c'est la moins bonne. D'accord. J'ai pas eu une enfance malheureuse du tout, vraiment pas. Mais j'ai pas de souvenirs, en fait. C'est très curieux. Je me suis toujours dit que si j'allais m'allonger, chez un psy et qu'il me pose des questions sur mon enfance, je serais un peu embarrassée car je ne saurais pas trop quoi lui raconter. Voilà, c'était, hem, rien de particulier vraiment, timide vraiment, c'est ce qui ressort de mon enfance. Tellement timide que, probablement, je vivais un peu dans l'ombre de ma sœur aînée qui était, elle, au contraire très solaire et très bien dans sa peau. Bon, T'as eu quel type d'enfance? alors, j'ai mes 2 parents, étaient, artistes. Je veux dire ma mère était comédienne, mon père, écrivain. Bien évidemment, c'était une enfance différente de mes camarades de classe puisque j'avais des parents qui étaient plutôt absents, en tout cas le soir, tous les soirs. On était, nous, gardés par des baby-sitters, mais voilà. Il y avait pas de repas en famille le dimanche, il y avait pas tout ça. Mais en revanche, la contrepartie, positive, je dirais, c'est que, j'allais voir des ballets, j'allais au théâtre, avec ma maman qui avait des invitations pour les premières à peu près dans tout Paris. Donc ça, c'était formidable et j'en ai surtout profité à l'adolescence après, parce que petite fille, en effet, c'était même un peu traumatisant d'aller voir ma mère au théâtre. J'aimais pas beaucoup. Ah, et pourquoi? Ah, parce que, je me souviens qu'elle jouait Mère Courage de Brecht et Mère Courage, c'est un rôle, terrible. C'est une femme, qui a perdu son fils à la guerre, c'est pendant la guerre, et quand tu es une petite fille de 6-7 ans, ta mère sur scène, c'est ta mère et tu as l'impression qu'elle a vécu vraiment ce qu'elle montre, dans son personnage et donc c'est déroutant et pas agréable. Jeune et enfant, t'étais très seul. Ouais. Est-ce qu'il y avait de l'affection quand même dans la famille? Enfin, je veux dire, si même si ta mère était pas là ou peu présente? Oui, oui, oui. Oui, oui. L'affection au sens, des parents de l'époque. C'est-à-dire qu'à C'est-à-dire? l'époque, l'enfant, c'était, on avait des enfants dans des familles, ça se faisait d'avoir des enfants, mais aujourd'hui, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi ils cochaient cette case. Parce qu'en fait, leur vie, elle était ailleurs. Ma mère, c'était le théâtre, ses amis, mon père sortait tous les soirs, lui, il rejoignait ses amis aussi, donc nous, on était, oui, on ils nous aimaient, je pense, hein, vraiment, mais ils on j'ai jamais fait un voyage avec mes parents. En vacances, on nous mettait, chez ma grand-mère, en Bourgogne pendant un mois. Ils nous déposaient, ils venaient nous rechercher au bout d'un mois et le mois d'après, le mois d'août, c'était chez ma mère, en Dordogne. Ça, c'était beaucoup plus sympa parce qu'il y avait des amis, de mes parents qui avaient des enfants du même âge, donc là, on jouait un peu. Mais bon, ça leur demandait pas beaucoup d'efforts, je dirais, notre éducation, en tant qu'un investissement temps pour eux. Le temps, pour eux, c'était leur vie, leur métier, leurs amis, ils lisaient beaucoup, voilà et les enfants, c'était, quelque chose qui est tourné autour, mais on s'en occupait pas beaucoup. Même par rapport aux résultats scolaires, ma sœur avait une scolarité un peu difficile. C'est les seuls moments où mes parents étaient un peu embêtés par Pas nous d'accord. et ma mère était obligée d'aller se battre avec les directeurs d'école pour qu'elle passe dans la classe supérieure. Ça fait quoi d'avoir, comme maman une personnalité publique? Je sais pas trop, et moi j'y ai vu les avantages, ce que je te disais tout à l'heure, parce que, beaucoup de sorties, très tôt quoi, vers 12-13 ans, beaucoup de théâtre, de rencontres avec des comédiens connus à l'époque, des amis de mes parents qui étaient plutôt marrants, parce que c'est quand même, un environnement rigolo quoi.
Ce que j'aimais pas, c'est effectivement dans la rue parce qu'à l'époque, maman, elle a été connue du grand public, je dirais, par, Les Rois maudits, qui était une série télévisée dans les années 70. Avant, elle a fait beaucoup de théâtre, mais quand on allait dans des grands magasins, après Les Rois maudits, on la reconnaissait, les gens la reconnaissaient. Ça, j'aimais pas, parce que les gens sont très, Mmh. intrusifs, hein, et puis ma mère avait un caractère pas forcément, très, conciliant, et quand une vendeuse était désagréable, elle ne se gênait pas pour lui dire. Elle faisait des esclandres comme ça dans les magasins. Alors ça, j'étais très, très gênée. C'est horrible Ouais. quand tu es à côté, bon. Comment on vit son adolescence dans les années 70? Ah bah là, c'était top. De par mon contexte familial, j'ai été très, très libre. Mes parents contrôlaient pas du tout ce qu'on faisait, alors pas du tout, scolairement, zéro, et on sortait énormément très jeune. Moi, j'ai commencé à sortir à, je sais pas, 14 ans, 13, 14 ans. Ah ouais? Oui, il y avait des booms, bon, il y avait des booms, et alors au début, c'était des booms, effectivement, chez des gens, mais j'ai pas tellement de souvenirs. J'ai souvenir de lieux, on allait, je me souviens dans des caves d'églises, l'église, Saint-François-Xavier. J'avais été à une boum c'est pas des caves, des sacristies, C'est voilà. Oui, incroyable. c'était bizarre. On refaisait le monde dans les cafés. À 14 ans. Ah ouais, 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 ouais. Quand en français, on avait des dissertes, par exemple, on allait au café avec, les copines, et on parlait pendant des heures sur le sujet. C'était très vraiment, riche, et puis après on rentrait chez nous et puis on faisait notre disserte. Dans les cafés aussi, il y avait quelque chose que moi j'adorais. Il y avait une espèce de petite boîte, c'était des sièges à 4 là, comme, voilà, des petites boîtes sur le mur dans lesquelles qui produisaient de la musique. On choisissait, tu mettais, je sais pas, 20 centimes, et tu pouvais choisir 3 disques, Un genre de et mini jukebox. ouais, un mini jukebox, exactement, et tu écoutais tes 3 chansons, mais si le voisin derrière avait mis aussi 3 chansons, tu avais aussi les 3 chansons du voisin. Ah, c'est énorme. Ce qui fait qu'on passait l'après-midi dans les cafés à écouter de la musique tout en discutant. Ça, c'est des souvenirs mais merveilleux, quoi, Attends, c'est fou vraiment. que ça ait disparu. Ah ouais, c'est Ouais, dommage. Oui, c'est vrai que c'est ouais, dommage. Je sais pas pourquoi ça a ouais. disparu. Et c'était une musique, je pense, ça gênait pas, même les personnes plus âgées. Enfin, j'ai pas de souvenir que c'était pas la techno d'aujourd'hui quand on rentre au sport d'hiver. Moi, ce que je trouve épouvantable aujourd'hui, c'est une digression, mais c'est cet endroit, la montagne, qui est quand même un endroit de calme, tous ces bars d'altitude où il y a de la techno partout maintenant, dans les plus petites stations, je trouve que c'est dommage. Mais en revanche, pour en revenir à l'époque, ça c'était merveilleux. Voilà, on partait en vacances. Moi, à 14 ans, je suis partie en vacances en mobylette. On a fait Tours-Poitiers, on était 5. Mais juste entre copines? Oui, il y À avait 14 ans? 3 garçons et 2 filles, oui. C'est ouf. Oui, à 14 ans. Non, mais ça viendrait pas à l'idée Ah d'un mais non, parent mais aujourd'hui, aujourd'hui. ce serait pas possible. Nos parents nous avaient fait des itinéraires où on ne passait que par des petites routes. Bien évidemment, on n'a rien respecté. J'aime autant te dire que et on n'avait pas le droit de voyager la nuit, on voyageait que la nuit pratiquement, et on avait des points de chute chez des amis des parents qui avaient des maisons avec des jardins, qui nous logeaient, on campait, on faisait, voilà, et ça a été formidable, 1 mois, 1 mois. Et alors à C'est ouf. l'époque, il y avait pas de téléphone, jamais on téléphonait à nos parents, ils se préoccupaient pas de savoir ce qu'on était C'est devenus. dingue. Mais ça c'est une différence, mais gigantesque par rapport à aujourd'hui. Il y avait pas cette inquiétude. Moi maintenant, je sais quand vous étiez petit, même déjà, quand vous partiez en vacances, bon, bah, on avait des nouvelles, il y avait pas encore de téléphone Mmh. portable, Non, mais mais les cabines, mais il on y avait avait les toujours. cabines, vous nous appeliez quand même, Mmh. de temps en temps, pas souvent, moi, Non, je crois non, qu'on vous embêtait pas avec non. ça. Mais il y avait des enfants qui devaient appeler tous les jours leurs parents, Oui, c'est déjà à clair. l'époque. Ouais. Et puis alors aujourd'hui avec le portable, ils ont un fil à la patte, Tout le temps. jusqu'à même adulte, quoi. Ça, je trouve ça dommage. Quand on parle des années 70, qu'est-ce qui Ouais. te vient, directement à l'esprit? C'est quoi les choses qui te font penser aux années 70? Pas de problème pour trouver du boulot non plus, ça c'est quand même Enfin, à fondamental. 14 ans, tu cherchais pas du boulot? Non, mais en 70, en 60, non, tu as raison, je sais pas, c'était à la fin des années 70, oui, oui. Mais n'empêche que c'était des périodes, où économiquement la France allait très, très bien, et ça se sentait, Donc ouais, ça vous se avez jamais eu sentait. peur de pas trouver de travail? Mais non, non, on avait peur de rien en fait. On n'avait pas de peur, ouais, c'est ça.
On se posait pas de questions en se disant, qu'un jour on allait être, au chômage. Aujourd'hui, je pense que même petits, très jeunes, Ah les bah, enfants se nous, on projettent nous en en parle depuis très longtemps. ouais, Mais ce qui est voilà. marrant quand je t'écoute, c'est que j'ai l'impression que vous étiez une génération optimiste, enfin la vie vous rendait optimiste, et nous, on est plutôt une génération pessimiste. Je sais pas si vous êtes pessimiste ou si vous avez des raisons de vous inquiéter. Pour votre Ouais. génération, tout était possible. Nous, je sais que très jeune, tout devenait compliqué. Les secteurs d'activité étaient bouchés, on avait des conseils d'orientation qui Ouais. nous disaient: «N'allez pas Oui, là», oui, ceci, oui. cela. Voilà, c'était moins, enfin moi, les années 70, j'ai cette impression de liberté que Oui, tu oui, et tout à qui est fait. véritable vu que tu l'exprimes. Oui, tout à fait. Tout, puis, la musique, la musique était incroyable aussi. C'était pas encore le disco, c'était la fin des Beatles, mais il y avait plein de groupes, formidables. Tu as été voir Bob Marley? Ouais, j'ai eu la chance d'aller voir Bob Marley, non, non, mais c'était des années bénies, les années 70, je pense, pour quand on était jeune à ce moment-là. Est-ce que tu as un souvenir marquant de l'adolescence Des souvenirs marrants, enfin marrants, qui peut te montrer à quel point on était insouciants. Quand j'avais, je sais pas, 14-15 ans, j'avais invité une copine du lycée à venir au mois d'août à Bergerac et moi, entre-temps, j'avais rencontré un Espagnol et je rêvais de retourner le voir. Il habitait à Castellón en Espagne et ma copine arrive et j'ai une autre amie qui venait aussi avec qui j'étais enfin, dont j'étais très proche et qui avait de l'argent et je lui racontais que j'avais rencontré ce type et tout ça. Elle me dit: «Bah, viens, on y va, je te paye le billet pour» mes parents n'étaient pas là, on était seuls à Bergerac dans la maison, à 14 ans, tu vois? Et il y avait ma sœur qui était là et du coup, j'ai planté là ma copine de lycée avec ma sœur, je l'ai laissée là et je suis partie avec mon autre copine. On est partis toutes les 2 en Espagne, rejoindre le c'est mec que j'avais rencontré. Elle m'a tout payé parce que moi j'avais pas un rond, hein et on est restés une semaine et on a loupé la rentrée des classes. et vos parents devaient On est rentré 2 jours après la rentrée des classes et là, je me souviens toujours quand on est arrivé, je crois qu'on est rentré en car, aux Invalides. Ma copine appelle sa mère, elle tombe sur son frère qui lui dit: «Tu as intérêt à rentrer vite fait parce que tu vas te faire remonter les bretelles», bon. Du coup, moi, je suis rentrée à la maison, et ben, j'ai aucun souvenir de m'être fait engueuler. mais Je sais même pas si mes parents, ils avaient capté que j'avais loupé la rentrée des classes. ah mais c'est dingue et toi, parce que là, moi, ça me paraît, inconsidéré, c'est-à-dire que même si vous avez été hyper cool et tout, moi, si je me vois pas partir en Espagne sur un coup de tête Bah sans ouais. vous prévenir. Toi, J'ai prévenu personne, pas mes parents, surtout pas mes parents. mais à quoi tu pensais? Bah Enfin, rien, que ça tu j'avais pas envie d'aller inquiété tu t'es rien. pas inquiété de te faire engueuler en Mais rentrant? non, j'avais envie d'aller en Espagne, on avait les sous, on part. Ça C'était comme ça, quoi. c'est Et génial. ça, oui, c'était dans les début 70, quoi. Vers Parce que tu as connu les années 60, tu es 68? 68, oui, ah bah, moi, Mais tu avais quel âge quand ah bah, c'était 14 ans. voilà et alors, Ouais. Bah, 68, ah bah, voilà, les souvenirs merveilleux, c'est mai 68. c'est quoi tes souvenirs, merveilleux Alors, de ce qui était 68? merveilleux, par exemple, quand par rapport aux grèves d'aujourd'hui, le lycée, moi j'étais au lycée Montaigne, le lycée est resté ouvert pendant pourtant le quartier latin était à feu et à sang, hein. Le lycée était ouvert, on y allait et il y avait des commissions dans toutes les salles de classe. Il y avait plus de cours bien sûr, hein, mais il y avait des commissions dans toutes les salles de classe. Il y avait des profs qui étaient tout à fait pour cette, «révolution» entre guillemets et qui tenaient on avait des débats sur des sujets, divers, on refaisait le monde, mais certains profs étaient avec nous et c'était formidable et on discutait pendant des heures, là, voilà, dans le lycée, quoi et voilà, à un moment donné, ça chauffait un peu trop, ils ont fini par fermer et moi, mes parents nous ont envoyés à la campagne. Ça Ah a duré mais combien de temps les 68? Parce que nous, on nous oh en bah, parle, mais ça je a sais pas du duré tout. jusqu'à la grande manifestation, organisée par De Gaulle à l'époque, ça devait être en mai, fin mai. Ouais, fin Heu, mai. Cette année-là, d'ailleurs, je crois qu'il y a pas eu de bac, mais ça a commencé par le mouvement du 22 mars. Donc tu vois, ça a duré, avril, mai, 2 mois, mais 2 mois, incroyables, quoi, incroyables et moi, j'allais avec mon père, il m'emmenait, presque sur les barricades au bout de notre rue, il avait qu'une trouille, c'est qu'on brûle sa voiture quand même, c'est quand même, drôle. mais Révolutionnaire, mais pas trop. oui, alors moi, ils étaient très à gauche, mes Heu, parents, donc on recevait, tout ce qu'il y avait on n'a pas reçu Cohn-Bendit, mais presque, et il y et avait toujours plein de monde à la maison et c'était des débats et tu étais là pendant les discussions, ça ah devait oui, être oui, hyper, bien sûr, on enrichissant. était très politisés. Moi, du coup, après, on est quand je vois comment vous l'êtes pas, vous, nous, on était vraiment très politisés, on s'engueulait, vraiment.
On était, beaucoup dans ce quartier, il y avait beaucoup de gens quand même à gauche, en tout cas dans les élèves, les lycéens. Je me souviens pas avoir eu des copains de droite, par exemple, hein, ou même du centre. Mais après, il y avait des différences. Il y avait les trotskistes, il y avait, les communistes, il y avait bon, les socialistes pas trop, c'était déjà trop bourgeois, enfin, ouais. Ah oui, donc c'était l'extrême, c'était un peu l'extrême gauche? Oui, c'était l'extrême Oh! gauche. Moi, on distribuait un canard qui s'appelait l'Enragé, dans la rue, on distribuait ça. Il y avait Rouge aussi qui était un journal de révolutionnaire, voilà, c'était une époque, c'était formidable parce que, ce qui était formidable, c'était cette liberté de penser et de dire. Penser, on peut toujours, mais dire, on peut plus. À l'époque, on pouvait dire, quitte à se faire, insulter, mais la parole était libre et voilà. Tu as senti un avant mai 68 et un après mai 68? Alors, oui, oui, tout à fait. L'année qui a suivi, c'était un grand n'importe quoi au lycée. Là, j'étais en seconde, je crois. Ou en troisième. On avait décidé que les tables comme ça, c'était pas bien et on s'était mis des classes en U comme ça et le prof au milieu pratiquement. Bon, on fumait, je crois bien qu'on fumait dans les classes, vraiment. Mais tu vois, à 14 ans, il me ou en tout cas on fumait dans la cour, c'est sûr. Ça, c'était l'année qui a suivi. Sur le plan scolaire, il y avait un relâchement, les profs devaient plus oser tellement, tu vois, faire la discipline. Mais je pense pas que c'était non plus un bordel immense. En revanche, l'année qui a suivi, en 69 ou 70, ça a durci pour le coup. Il y a eu un retour en arrière, ils ont été obligés parce que c'était Trop trop laxiste. laxiste, quoi. Mais ça n'a jamais été probablement aussi dur qu'avant. Oui, oui, bien sûr qu'il y a eu un après. En plus, si je dis pas de bêtises, tu as eu une adolescence où tu as eu, pas mal d'opérations, tu as été hospitalisé pour les yeux. Ah oui, alors ouais, j'avais un gros problème de strabisme dans l'enfance, depuis que je suis toute petite. D'où la timidité, le fait que j'étais pas bien. Et quand j'ai été opérée la première fois, devais avoir 9 ans, donc ça a été un peu mieux, mais c'était pas fini. Et là, j'ai dû lutter contre mes parents qui voulaient pas que je me fasse réopérer et enfin, j'ai réussi à me faire réopérer, mais tard. C'était à la fin de la seconde, donc j'avais 15 ans, 14, 15 ans. Quand tu avais 9 ans, comment on grandit quand on a un strabisme, qu'on a une Ouais, différence, mal, qui est mal. notable? Ouais, mal parce qu'on est un peu l'objet de tous les quolibets des copines, moi, j'étais un peu ronde, on m'appelait la grosse patate qui biglouche. C'était sympa comme, bon et donc j'avais pas beaucoup d'amis, hein, à l'école, oui, ceci explique effectivement tout ce que je te disais tout à l'heure. Hem, mais bon, on s'en sort, on Mais s'en sort. parce J'ai une que bonne nature, je crois. enfin, pour ce que je sais, donc c'est vrai qu'enfant, jeune ado, tu étais pas bellotte, Non, non, belote, non, non, donc non. très isolé et plutôt moqué. Puis Ouais. là, à l'adolescence, tu te transformes, tu te Oui. changes et là, par contre, c'est tout l'inverse. Oui, 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 mais je prends pas conscience de ça, OK. du tout, pas à 14 ans, ni jamais d'ailleurs, ni même encore aujourd'hui. Je veux dire, c'est vrai que j'étais pas trop mal mais je l'ai su par les autres, pas par moi. Moi, oui, j'ai vu le changement quand j'ai eu enfin les yeux à peu près droits, ça c'est sûr, ça m'a aidée, mais j'ai pas pour autant je suis pas pour autant devenue, quelqu'un d'extrêmement, sûr de lui, sur le plan physique. Et tu Voilà. penses que c'est dû au fait que quand tu étais petite et que tu t'es construite, tu étais un peu l'invisible ou en tout cas plutôt celle Oui, la moquée? oui, je pense. Je pense que c'est très traumatisant quand tu es petit et que tu es, hem, qu'on te regarde, oui, comme un objet, étrange, enfin, je sais pas. Moi, même les amis de mes parents, hein, comme ma sœur était elle très jolie, très jeune, heu, bah, quand ils arrivaient à la maison, ils nous voyaient: «Oh, c'est vos filles, oh, mais qu'elle est jolie!» Ils étaient dans en voyant ma sœur: «Oh» et puis alors ils me voyaient: «Oh, mais l'autre aussi!» avec un air, contrit, ils se sentant obligés. Mais moi, évidemment que je recevais, la vraie pensée de ces gens-là Bien sûr. qui étaient: «Oh bah non, elle est moche». Et tu penses que ça t'a renforcé ou au contraire ça t'a fragilisé? Et ben, ça m'a fragilisée sur le moment, je pense, mais en fait, oui, je pense que ça te construit. Tu te construis avec, tu apprends que, bah, la vie, elle est faite de plein de choses, des choses bien, des choses pas bien et que soit tu t'appesantis sur les mauvaises choses et tu passes ta vie à ressasser des choses qui te sont arrivées, qui sont pas forcément agréables et cetera. Ou alors au contraire, tu te dis: «Bah non,
non, non, on continue, on avance et puis il y a des choses bien et puis on et je pense que si je suis effectivement une bonne nature et quelqu'un de plutôt positif, heu, je le dois qu'à moi-même quoi. Ouais et c'est pas tellement réfléchi en réalité, j'ai pas vraiment réfléchi, c'est ma nature quoi. Voilà, cette On chance. on va aller sur un sujet un peu plus lourd et plus privé, mais je sais pas à quel âge tu as dû te faire opérer des trompes? Alors Heu, là, c'était vers, je devais avoir 4 ans, ah 24, oui. 25 Ah je ans, pensais que tu ouais. étais plus jeune. Assez jeune Ouais, ou non, 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 OK. non. Non, Et j'ai pourquoi commencé et alors par enfin avoir une pourquoi première opération effectivement de l'appendicite à 14 ans, on m'a retiré un ovaire ou la mmh, moitié d'un ovaire et ensuite à 25 je crois, heu, ou peut-être un peu après, je sais plus exactement, mmh. j'ai eu une salpingite, une maladie des trompes et là on a dû, me retirer les trompes, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. J'ai eu plein d'examens, j'ai eu tellement de trucs de ce côté-là que je sais plus, je mélange tout. Mais tu as raison, on m'a pas retiré tout de suite, mais simplement j'ai dû avoir des traitements, des piqûres pendant des mois et des mois, bon, pour déboucher ces trompes qui ne se débouchaient pas, enfin bon, bref. Et puis, voilà et puis jusqu'au jour où, j'ai fait une grossesse extra-utérine, donc là, il y a une des trompes qui a été foutue et la seconde, on m'a dit: «Bon, bah, de toute façon, elle est bouchée, on va essayer de la faire quelque chose, mais c'est pas sûr» et bah, ils ont pas réussi et du coup, on a dû me l'enlever et donc je me suis retrouvée à ce moment-là, j'avais 30 ans, 31 ans, on m'a dit: enfin, je j'aurais pas d'enfant, sans trompe, bon, mais c'était le début de la fécondation in vitro. Et comment psychologiquement tu vis en tant que femme Moi, très ça? très bien. Non, mais vraiment, très bien. Moi, je m'étais construite pour ne pas en avoir du coup à partir de là. Comme ce que je te disais tout à l'heure, mais cette personnalité à vouloir toujours tout positiver, mais c'est pas que c'est pas la méthode Coué, c'est en moi. Je dis: «Bon, bah, tant pis, je peux pas avoir d'enfant, je ferai autre chose». Sans doute, je me disais ça. Jusqu'au jour où effectivement tu rencontres quelqu'un, ce quelqu'un veut des enfants et te dit: «Bah, il y a la fécondation in vitro, ça existe». Bon, bah, du coup, OK, j'y vais, j'essaye. Mais ça c'est fou parce que la fécondation in vitro, quand tu l'as fait, c'est vraiment les Ah oui, c'est le prémices. tout début. Comment tu appréhendes ça? Comment on en parle à l'époque? Ton entourage, les Bah, alors gens? mon entourage, il n'y connaît rien, bah, enfin, voilà, personne n'en parle vraiment. Ah mais souvent les gens sont contre vu qu'ils connaissent pas. Alors la seule personne dont je me souvienne qui a eu une remarque plutôt négative, qui me dit: «Oh là là, tu fais ça? Oh, mais on n'a aucun recul là-dessus, tu sais pas du tout, ce que tu vas avoir comme énergumène», tu vois? Des gens inquiets quand même, ouais, inquiets. Oui, oui, c'est vrai Mmh. qu'à l'époque, tu as raison, il y a beaucoup de gens qui se disaient que c'est manipulation, que ça va donner des ovnis, enfin des enfants bizarres, bon. Et puis, bah, non, quoi. Le protocole au début, parce que j'en ai quand même eu 3 puisque j'ai 3 enfants, les 3 en fécondation in vitro. J'ai eu une chance énorme, parce que c'était quand même pas gagné, mais le 1er, c'est donc toi, le protocole de fécondation in vitro était hyper lourd, vraiment lourd et moi je bossais à l'époque à Bruxelles, j'habitais à 50 kilomètres au sud et c'était vraiment compliqué pour moi, mais je l'ai fait et j'en garde pas un souvenir épouvantable du tout. Il a fallu 5 tentatives quand même. Bon, après ma fille, ça a été plus vite, 2 et c'était déjà plus léger au niveau du protocole et puis Louis 10 ans après, ça avait encore évolué quoi. Ça a fait énormément de progrès. Tu t'es un peu, conditionné à un moment à te dire: «J'aurai pas d'enfant». Mmh. Finalement, ça fonctionne. Ouais. Tu as un enfant. Comment tu vis? Bah là, compliqué. Compliqué parce que j'étais tellement persuadée que j'en aurais pas que jusqu'à la dernière minute, je pensais pas que cet enfant naîtrait. Même enceinte de 8 mois, je me souviens du gynécologue qui me disait: «Mais quand est-ce que vous allez prendre conscience que vous allez avoir un enfant?» Bon. Ah oui, il te disait ça? Ah oui, oui. Ah oui, 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 vraiment, il voyait bien que j'ai j'avais le ventre qui grossissait, tout ça, mais ça me bon, je prenais pas conscience et puis c'est vrai que quand tu es arrivé, j'étais paumée parce que n'ayant pas eu non plus dans l'enfance ou même un peu plus tard d'enfants autour de moi, c'était une nouveauté totale, totale. Donc j'étais hyper inquiète quoi, hyper inquiète,
ton père l'était aussi, donc on était 2 inquiets, pas sûr qu'on ait géré très bien la toute petite enfin la période, où le bébé a besoin au contraire d'être rassuré, nous on se précipitait dans la chambre dès qu'il y avait le moindre cri, voilà, c'était pas et je dois dire que j'ai repris mon travail avec pas mal de plaisir. Ouais. Parce Ça que, te faisait une petite parenthèse, ouais, j'avais l'impression de partir en vacances quand j'allais bosser. Est-ce que, le fait d'être maman a été un frein dans certaines de tes ambitions? Non, 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 je dirais pas ça. Non, non, ça a été un prétexte pour arrêter de bosser plutôt. Oui, oui. Ouais. Oui, oui, parce que, j'ai adoré travailler, vraiment. J'ai travaillé 12 ans, sur des projets hyper intéressants, mais, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais pourquoi faire?» Raphaël était né. Toi, je t'ai pas vu beaucoup, les premières années puisque je bossais beaucoup. Et là, j'ai un peu réalisé que, bon, pourquoi faire des enfants si on les voit pas grandir? Que finalement, ce boulot, c'était répétitif aussi, heu, sur les projets. Donc j'ai voulu réduire, j'ai réduit à je travaillais 3 jours par semaine, ça c'était top. Et puis finalement, j'ai arrêté, bah, pour revenir à Paris, bon et puis, à Paris, heu, j'ai j'ai cherché du boulot, très peu et très mollement. Du coup, j'ai pas retrouvé. Et là, je suis rentrée dans une autre vie, complète. J'ai continué à bosser un peu, en tant que bénévole sur d'autres choses, mais là, c'était un choix et j'ai adoré la vie que j'avais ici. Est-ce que ça a été dur d'être maman? Bah, je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, d'être maman, dès que tu as un enfant, heu, tu le deviens et c'est complètement, hem, il y a pas de ré et on se dit pas: «Je suis maman». Quand l'enfant est là, tu c'est naturel quoi. Heu, tu fais tout, instinctivement. Tu fais des choses bien, tu fais des choses pas bien, tu fais ce que tu peux, mais tu pas une ligne de conduite. Enfin moi, je me suis pas donné une ligne de conduite en me disant: «Il faut que je fasse comme ça, il faut que mes enfants fassent ci, il faut qu'ils fassent du piano, il faut qu'ils sachent lire à tel âge» et cetera. Non, jamais. Ça s'est déroulé au rythme de chacun, en fait. Chaque enfant est une personne, est différente et on fait des conneries avec tous les enfants, et on fait des choses on fait ce qu'on sent et qui est voilà. Pas peut-être dans mon cas, pas assez réfléchi finalement. Oh, J'ai pas été maman, enfin si j'ai été maman, mais je n'ai pas, réfléchi à comment être une bonne maman. tu parlais de ton éducation à toi, à Mmh. l'époque. Notre éducation était complètement différente. Ouais. Comment tu expliques le fait que tu as pas reproduit ce que tu as vécu? Parce que souvent on reproduit, ce qu'on vit, ce qu'on a vécu. Ouais, alors, bah, peut-être parce que je connaissais toutes les conneries qu'on pouvait faire, quand on était livré, à soi-même, qu'il y a pas que des choses positives non plus dans cette éducation très libre. Je sais que ma sœur a beaucoup reproché à mes parents de ne pas l'avoir encadrée scolairement, heu et qu'elle a beaucoup souffert de ça. Hem, donc peut-être vous n'avez pas une éducation très rigide, Ah non. franchement pas. Mais c'est vrai que moi, j'étais un peu plus tendue sur le sujet scolaire, hem, parce que aussi l'époque changeant, je m'étais rendu compte qu'il y avait, beaucoup plus de facilité on avait plus de facilité, me semble-t-il, dans la vie avec un diplôme aujourd'hui, je sais pas aujourd'hui, mais à votre époque, que sans rien. Sans rien, moi, je pense que ma génération, quand on n'avait pas de diplôme, on pouvait, faire carrière dans quelque chose. Aujourd'hui, je pense que c'est encore possible, mais c'est plus long, c'est plus compliqué et moi, il me semblait que, si vous aviez une scolarité bonne, voilà et des diplômes au bout, vous étiez mieux armé pour affronter la vie. Je suis pas sûre encore de ça. Mais j'ai fait comme si et j'y suis pas arrivée en réalité. Je suis pas arrivée, Si tu prends mon mais exemple, non. non, non, mais même, finalement, en dehors de ma fille qui savait, qui a toujours su ce qu'elle voulait faire,
les 2 autres dont tu fais partie, vous n'avez pas du tout un parcours de quelqu'un, qui fait des études, qui passe un bac, qui fait une bonne école et qui ensuite, rentre dans une voie. Bon, Et du coup, mais comment tu gères ça? moi très bien, Ouais. moi ça me va. Au contraire, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant heu, que de savoir nous on rentrait dans une carrière finalement et on y était jusqu'à la fin de notre vie et c'est un peu ce à quoi j'ai renoncé, j'ai pas renoncé, j'ai coupé avec ça quand j'ai arrêté de bosser parce que on finalement, quel que soit le métier, même le plus, ça finit par être, un peu répétitif quand même. Or là, vous avez la chance, ça c'est une chance de votre génération, je pense, de pouvoir, changer de métier, en faire plusieurs dans une vie. D'abord parce qu'on vit plus longtemps sans doute, mais, parce que peut-être vous avez des centres d'intérêt, vous voulez creuser et aller et ça c'est bien. C'est un point, positif d'aujourd'hui, me semble, même On si c'est plus difficile. on parle aujourd'hui beaucoup de l'éducation positive, Mmh. voilà, l'enfant est un peu un enfant roi, il est au centre, des attentions. Par rapport à ta génération, par rapport à toi, ta sensibilité, ton éducation, celle que tu as donnée, heu, qu'est-ce que tu en penses? Heu, Sans m'étendre sur le sujet, je pense que, ces enfants d'aujourd'hui n'ont plus de temps, juste ça. Il y a plus de temps pour s'ennuyer, il y a plus de temps pour rêver, pour, se raconter des histoires, on est tout le temps, soit occupé par 10 millions d'activités extrascolaires, soit, par les tablettes, les téléphones, les séries, bon. Voilà, après je veux pas faire genre, c'était mieux avant et c'est moins bien maintenant. C'est juste que ça fait des enfants différents, enfin ça fera des enfants différents et voilà. J'ai aimé, heu, ces moments, ces vastes plages de dans, l'ennui c'est pas vraiment le bon mot, mais le temps de partir dans ta tête, de rêver, de faire des films, voilà, moi j'ai aimé ça quand j'étais petite. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus ça du tout. Voilà et est-ce que c'est l'éducation? Oui, c'est l'éducation, mais c'est Mais aussi qu'est la mais technologie, mais c'est aussi qu'est-ce que tout. c'est pour toi l'éducation? À ton avis, qu'est-ce que c'est Bah, éduquer? on voit pas grand-chose en fait. C'est pour apprendre à être, heu, tolérant, respecter les autres, voilà, le respect des autres. Si on pouvait, transmettre qu'une seule valeur, ce serait pour moi celle-là. Après, essayer d'être bien élevé en société, manger, correctement, se tenir bien à table, ne pas couper la parole, enfin des petites choses comme ça, des petites choses, mais qui sont importantes, pou dans la vie, je pense que ça sert. Mais c'est tout en fait, après c'est l'exemple que tu donnes à tes enfants. Et je pense que c'est beaucoup plus fort que tous les discours et toutes les contraintes et tout ça et bon, ouais, je pense que c'est ça l'éducation. Ça t'a apporté quoi d'être maman? Bah, plein de choses et Dieu sait qu'au départ, j'étais paumée, mais maintenant, je réalise à quel point c'est une richesse absolue d'avoir des enfants. Parce que et c'est merveilleux la vie, elle est vraiment bien faite parce que, heu, toi, tu vis ta vie, tu as ton adolescence, tu as ta jeunesse. Bon, après, tu te mets en couple, tu as des enfants, tu travailles, ça, c'est la période de ta vie la plus intense, qui te demande énormément d'énergie, mais tu es en pleine force de l'âge, donc ça te pose pas de problème, tu le fais. Et puis ensuite, bah, tu arrêtes, à un moment donné de travailler, tu comme recommences à vivre, ta vie, mais sans boulot. Les enfants sont grands et si tu n'as pas d'enfants, tu perds pied, tu n'es plus dans la vie, je pense. Alors que si tu as des enfants, mais tu restes dans la vie. C'est grâce à eux, c'est eux qui te retiennent, qui te renouvellent, tout ce que tu penses, qui te permettent de penser, avec des de changer tes points de vue avec la vie, telle qu'elle est aujourd'hui et cetera. Et c'est une richesse immense. C'est la solution pour rester jeune? C'est pas rester jeune, Dans c'est rester dans l'esprit, la vie. bien sûr. Parce que, pour moi, tous ces gens qui sont, entre guillemets «à la retraite» et qui estiment que leur vie est finie, moi je comprends même pas ça. Je comprends pas ça. Mais je le constate et c'est souvent, des gens qui soit qui n'ont pas d'enfants, soit qui n'ont pas des bonnes relations avec eux, ou qui même ne s'intéressent pas en fait, hein, à ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Mais si tu veux rester dans la vie et je pense que,
ou alors sinon tu meurs, hein. Oui, Bah, ça, c'est radical. intéresse-toi oui, bah, intéresse-toi, aux jeunes d'aujourd'hui, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils aiment. Tu es pas forcé d'aimer, mais en tout cas d'essayer de comprendre, voilà. J'espère que ça durera, cet état d'esprit, j'espère. Tu penses que c'est les parents qui éduquent les enfants ou les enfants qui éduquent les parents? Bah, un peu les 2. Oui. Oui, oui, un peu les 2, à part égale. Ouais. C'est quoi le plus grand défi que la vie t'a demandé de relever? La chose la plus dure ou la Dur, dure ou rien de défi? dur, Ouais. non non, non, rien de dur. Bah, défi, à l'époque où j'ai commencé la fécondation in vitro, c'était un défi. Parce que effectivement, dans le regard des gens, c'était quelque chose de pas on allait dans l'inconnu et puis c'était un chemin médical un peu compliqué. Donc ça, c'était vraiment je crois que c'est peut-être le plus grand défi, oui, que j'ai eu à affronter. Défi, hein. Après, il y a eu des choses dans ma vie plus, heu, bah, sur le plan affectif plus difficiles, voilà, mais défi, oui, je dirais celui-là. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où on a été tellement insupportable que tu as eu l'idée de nous donner? Non, jamais. Non, non, jamais. Ou en tout cas nous prêter pendant Jamais. une grande Non. période? Ah jamais. Ah ça, non, jamais. Non, non. Non, non. OK. Vous avez eu envie de vous Mmh. pas partir. Toi, tu as fait Ah une moi j'ai fugue. fugué moi. Tu as fait une fugue, ton frère C'est aussi. ouais. Une belle fugue, en pleine nuit à la Toussaint, tu te souviens pas? Si, si, il était parti Mmh. avec son avec Avec son pain, son avec son 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 dauphin. dauphin. Ah mais il a dormi et moi j'étais sorti fumer une clope et je l'ai enfermé dehors. Voilà. Il a dormi dehors, une partie de la nuit et quand on l'a récupéré, il était frigorifié. Oh le pauvre. Ouais. Bah Ouais. oui. Ouais, mais je pense qu'après c'est peut-être, je sais pas, typique aux garçons de vouloir Bah, je sais s'émanciper, pas. Ouais, c'est je la sais petite pas. adolescence. Je sais pas. Bah, c'est sûr que Mmh. moi, j'ai moins bien compris les garçons que les filles. Moi, en tant que fille, ben, ma fille m'a pas posé de vrais problèmes. Je comprenais à peu près, là où elle allait. Les garçons, moins. Et du coup, on parle de ça, mais ça a été quoi ta plus grande peur pour l'un d'entre nous? Enfin, quelque chose qui t'a vraiment, la fugue de Louis ou le Bah, oui, la fugue de Louis, non, mais c'est anecdotique, mais sur le coup, ça m'a fait mal quand même. Ce petit bout tout gelé qui est arrivé, non. Hem, Peur? quelque chose qu'on aurait Heu, fait, auquel non. tu t'attendais pas, qui t'a enfin, tu vois, qui t'a Ouais, quand tu es bouleversé? parti, après Mmh. ton bac, quand tu es parti, et que t'es pas on s'est pas vu pendant 1 an Ouais. pratiquement, hein, c'était difficile parce que je comprenais sans comprendre. On comprend toujours, Mmh. on a sa vision, mais moi, j'avais pas la tienne à ce moment-là. Je savais pas comment Moi, tu j'étais allais très en là-bas. colère. Ouais, tu étais en colère, Ouais. toi, oui, bien sûr, mais je savais pas comment tu allais là-bas et cetera, donc c'est difficile ça. Comment on vit et comment on se rend compte qu'on a plus de contrôle sur son enfant? Ben, moi, je cherchais pas le contrôle, hein, Mmh. au contraire, et ça, je pense que je tiens de mon père, qui a toujours été très respectueux peut-être un peu trop, comme moi d'ailleurs, pour ne pas être invasif dans la vie des gens et quand tu es parti, j'ai considéré que tu avais besoin de cet espace et que du coup, je n'avais pas à essayer de récupérer d'une manière ou d'une autre. Du coup, j'appelais pas. Et ça peut être compris, mais je l'ai compris après, comme justement, en fait, je m'en fous. Il est parti, qu'il se débrouille, j'appelle pas, et pour toi, ça aurait pu peut-être d'ailleurs, tu as eu cette pensée de te dire: «Mais finalement, personne ne s'intéresse à moi, on m'appelle Alors, pas», pas une seule seconde. oui, tu vois? C'est Pour le marrant. coup, pas une seule seconde. Je pense que dans mon adolescence, ça a été quelque chose où je voulais, plus avoir de l'attention et cetera. Mais là, j'étais tellement en colère qu'en fait, non, ça m'arrangeait. Parce que sinon, Ouais, j'aurais dû que te confronter. oui, ouais. Et là, c'était plus simple. On Mmh. prenait pas de mes nouvelles et donc moi, je continuais mon petit bonhomme de chemin, Ouais, c'est ça, ouais. Oui heu et moi je respectais cette distance que tu avais mise et dont tu avais besoin, mais ça peut être, mal bien sûr. compris et mal interprété mais de ma part, c'était pas du tout, bon, ça m'intéresse pas, pas du tout. Mmh. Mais comment tu peux faire la différence, Bien sûr. Et puis après, sans comme d tu dis, on fait avec ouais, ce qu'on a. ouais, 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 tout à fait. On va passer sur la fin du podcast qui est une partie un peu plus légère. OK, C'est tes dilemmes. OK, oh là là. Donc voilà, donc j'ai 3 petits dilemmes, Mmh. en fonction de toi. Le premier. Tu préfères faire un match de tennis en double avec Raphaël, qui est ta fille, qui te crie dessus non-stop, ou Mmh. partir dans le sud de la France en voiture avec notre grand-mère qui conduit, sachant que notre Oh! grand-mère est un danger public? Mon Dieu, non, Raphaël qui me hurle dessus,
avec un match de tennis et comme elle joue beaucoup moins bien que moi, c'est moi qui lui hurle dessus. Tu préfères qu'un GPS t'engueule en permanence dans la voiture parce que tu conduises bien ou mal, Mmh. ou alors une voiture qui dit tout haut tes pensées quand l'autre conduit? Ah, je vois que tu fais tout sur la voiture, c'est vrai que j'ai peur en voiture. Heu, Moi, peut-être le GPS qui dit tout haut ce que je pense. Ouais, ça Ouais, m'amuserait. ouais, Ouais. c'est Ce sera pas c'est le cool pour conducteur qui le va être conducteur et il va me dé te me débarquer. débarquer, oui. Et le dernier, tu préfères jouer en double avec McEnroe ou jouer en duo avec Jimi Hendrix? Ah, et ben, en duo avec Jimi Hendrix. Allez, la guitare. Ah ouais. C'est une f f je Voilà, si j'ai un regret moi dans ma vie, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai pas d'ailleurs. Si, mais celui-là, j'aurais voulu faire de la musique. Vraiment, si j'avais pu choisir un métier, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment choisi ce que j'ai fait, j'ai fait ce qui était facile pour moi, ce serait la musique, ouais OK. et la guitare, bah, puisque j'ai commencé à jouer un peu de guitare, oui, la guitare. On arrive sur la fin, c'est mes 3 petites questions, de fin. Quelle est la chose, à ton avis, la plus précieuse que tu nous as transmise? Bah, ce que je te disais tout à l'heure, le respect des autres. Je pense que vous êtes tous les 3 respectueux, vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais bien qu'on sache de toi, mais qu'on ne te demande jamais? Peut-être, Ouais, mais tu sais mais je te le dirai pas, puisque d'accord. j'aimerais que vous me le demandiez, J'ai c'est ça? Ouais, c'est Oui, ça. ben voilà, OK, bah, on va chercher maintenant. voilà, vous cherchez. Quand tu nous regardes tous les 3 aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dis? Ah bah, je trouve que j'admire, ce que vous êtes devenus, enfin j'adore ce que vous êtes devenus et ce que j'aime le par-dessus tout, c'est que vous soyez tellement différents les 3, quoi et j'en aurais eu un quatrième, j'aurais voulu qu'il soit encore différent. C'est magique, c'est magique et jamais je me dis: «Il ressemble à un tel, il ressemble à» moi ça y est, je comprends même pas, chaque enfant est un individu à part entière, voilà et il faut le regarder et pousser, c'est merveilleux. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Ah bah, de continuer à avoir la chance que j'ai. Moi, je trouve que j'ai beaucoup de chance et et d'avoir cette bonne nature qui fait que, même des épreuves, j'arrive à les passer et à aller vers des choses, qui me plaisent. Enfin, ouais, non, rien d'autre. Continuer comme ça, c'est bien. Trop bien. Mmh. Bah, merci beaucoup. Et bah, merci à toi. Merci d'être venu et merci pour ce témoignage, Bon, bah, j'espère incroyable. que ça intéressera quelqu'un. Mais oui, bien sûr, c'est évident. En tout cas, plein de gens. Je vais refaire la petite photo.